On revient pour la suite et la fin avec nos invités Emmanuel Vivien Tomi, Joachim Italake et Madame Dado Nora Noviekou. On parlait justement de cette médiation qui a permis à la libération des 49, au total des 49 militaires ivoiriens. C'est la médiation du Togo portée par son président, le président Faure Issonzina Gnassingbé, et le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet. On va voir l'impact de cette diplomatie du Togo avec nos invités. On commence par le doyen Emmanuel Vivien Tomi. Qu'est-ce qui a porté véritablement le Togo dans cette affaire? Oui, juste il faut me permettre, avant de parler de la médiation du Togo, qui est bien appréciée d'ailleurs même par les Nations Unies, l'Union africaine, et la CEDEAO, toute la communauté internationale, les Maliens et puis les Ivoiriens. J'aimerais préciser mon idée par rapport au coup d'État. Je suis contre les coups d'État, je serai toujours contre les coups d'État. Les coups d'État sont à bannir de l'Afrique, point. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener à faire des coups d'État? On peut en parler. Oui, mais ça ne donne pas la raison qu'on essaie d'ériger les coups d'État en système démocratique. Les coups d'État sont antidémocratiques. Si ceux qui sont au pouvoir ne gouvernent pas bien, c'est quelque part aussi la faute aux acteurs politiques de l'opposition. Parce que les acteurs politiques de l'opposition sont censés agir pour que ceux qui sont au pouvoir puissent faire ce qui va dans le sens des intérêts supérieurs de la nation. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un parti politique, votre premier objectif, c'est la conquête du pouvoir. Comment est-ce qu'un parti politique qui veut conquérir le pouvoir, n'encourage pas les citoyens à se faire inscrire lors du recensement électoral? Comment est-ce que vous allez gagner un jour le fauteuil présidentiel si vous n'avez pas des fidèles ou comment on appelle ça, des adhérents à votre parti qui disposent de la carte d'électeur pour pouvoir se prononcer, pour pouvoir aller aux urnes? Alors, il faut faire un travail de pédagogie qui consiste d'abord, à inviter les citoyens à se faire enrôler quand il s'agit du recensement électoral surtout. 2, à pouvoir se présenter aux urnes pour voter. 3, il faut que les acteurs politiques de l'opposition recherchent les moyens pour pouvoir faire des campagnes dignes. Quand le président au pouvoir fait une campagne et utilise pratiquement 30 millions dans une ville, au même moment, un opposant vient utiliser 3 000 francs pour faire des affiches. Je pense qu'il n'y a pas match et c'est grave. Soit vous voulez conquérir vraiment le pouvoir, vous cherchez les moyens pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, il y a même un système qui consiste au gouvernement à financer les partis politiques qui répondent à des critères donnés. Alors, moi, je n'accepterai jamais qu'on inscrive les coups d'État comme des moyens pour pouvoir accéder au pouvoir. Pour accéder au pouvoir, démocratiquement, il faut passer par les urnes. Si ceux qui sont au pouvoir passent par des moyens pour bloquer la vérité des urnes, il faut que les acteurs politiques s'organisent pour que la population prenne ses responsabilités pour pouvoir agir pour que les votes soient quand même transparents. Maintenant, pour parler de la médiation du Togo, vous savez que le Togo a fait un travail remarquable. Je ne veux pas dire comme les Anglais, like the father, like the son. Bon, on dirait dans ce système tel père, tel fils. Mais on a vu déjà le Togo, depuis le temps de Sylvanus Olympio, contribuer à la gestion de certains conflits en Afrique. On a vu le rôle que Sylvanus Olympio a joué entre Sékou Touré et Houphouët-Boigny, entre-temps. On a vu le rôle que le président Eyadema Gnassingbé a joué dans la sous-région et partout en Afrique. On l'a vu au Tchad même, sur une pirogue pour pouvoir rencontrer les belligérants, pour leur dire, mais écoutez, c'est le pays, il faudra mettre la patrie avant tout, vous devez vous entendre. Donc, le Togo a une histoire de médiation, de facilitation et de recherche de paix. Et donc, le président Faure Gnassingbé l'a encore prouvé. On peut parler d'une diplomatie agissante. On a vu quand même, à un moment, les Maliens et les Ivoiriens avaient un peu découragé tous ceux qui croyaient encore à la médiation. On a vu même certains propos des médias qui tendaient à dire que la médiation a échoué.
Mais la première chose qui a donné du baume au cœur des Ivoiriens surtout, c'est la libération des 3 femmes militaires. Le président Faure Gnassingbé a pu obtenir cette libération et donc ça a donné un espoir que les autres, les 46 aussi, allaient être libérés. Mais par la suite, le président Ouattara avait haussé un peu le ton pour dire écoutez, ça va trop durer, nous ne pouvons pas attendre. Le président Assimi Goïta du Mali aussi a haussé le ton et la tension était montée. Et quand la CEDEAO a eu à prendre cette disposition pour dire nous donnons un ultimatum pour le 1er janvier, là encore, c'est comme on a mis de l'huile sur le feu, comme on le dit. Heureusement que le Togo, par son président et son ministre des Affaires étrangères et les autres ministres, parce que vous savez, on parle quand même des militaires à libérer. Donc, c'est tout un processus qu'on ne peut pas expliquer jusqu'au fond. Mais la médiation, d'une façon générale, a d'abord été persévérante, courageuse, parce qu'il fallait prendre des mesures. On a vu les allers-retours entre Bamako et Abidjan, que ce soit par les ministres, que ce soit même par le président en personne. Et tout ce qui s'était dit par téléphone, on ne peut même pas en parler. Il y a eu des discussions directes avec les chefs d'État. Aujourd'hui, le résultat est là. C'est la facilitation, la médiation du Togo qui est honorée. Les présidents du Mali et de la Côte d'Ivoire l'ont reconnu. Le président Faure Gnassingbé a fait un travail qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Et peut-être en tant que Togolais, ça me donne de la joie de contribuer à la paix dans notre cher continent, l'Afrique. Oui, on va également parler de cette médiation avec vous. Joakomi Talaké, vous aviez toujours salué la médiation portée par le président du Togo, le président Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, on voit le résultat. On ne peut qu'être heureux. Oui, c'est ici l'opportunité quand même de jeter des fleurs une fois encore à notre président qui a su jouer cette médiation à terme et qu'aujourd'hui, on arrive à une décryptation totale de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez, ce qui a donné ce mérite au Togo, tout a commencé quand le coup d'État a été consommé au Mali et les sanctions de la CEDEAO contre ce pays. Le Togo s'est tout de suite positionné comme un pays frère qui devant les sanctions imposées à ce pays et le pays lui-même. Vous comprendrez que dans ce positionnement, le Mali, qui recevait plutôt de la pression d'autres pays, comme quoi il faut faire ci, il faut faire ça, et que le Togo qui se positionnait comme un pays, en tout cas un pays qui a été un peu clément, alors a trouvé une place au cœur même des dirigeants maliens. Et donc, vous allez voir que le choix même porté sur le choix demandé au Mali par rapport à la médiation a été tout de suite porté sur le Togo. Et c'est intéressant de voir que notre pays a su vraiment mener cette médiation entre ces deux géants. Le Mali et la Côte d'Ivoire ne sont pas deux petits pays par rapport à la dimension que nous avons. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. Pays, mais grande patrie, hein? Oui, je parle à la dimension. Nous sommes tellement en forme. Si on n'était pas en forme, on n'allait même pas jusqu'ici s'imposer au sein de cette médiation. Et donc, on a même dirigé le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est à encourager, à dire à notre pays, à ceux qui nous dirigent, à ceux qui sont encore au contrôle, de continuer ces genres de médiation parce que ça porte quand même le Togo au rang de l'excellence. Et donc sur la scène internationale, vous allez juste comprendre que le Togo est apprécié de par le monde. Et donc, ici, comme on a l'habitude de le dire, entre deux pays qui se battent, c'est celui qui arrive à vendre les armes qui sort gagnant. Et donc le Togo, franchement, je suis fier d'être togolais et je suis fier vraiment pour cette médiation. Mais nous, on n'a pas vendu d'armes. Et donc, effectivement, alors, madame, on a vu des visites chaque fois du président togolais à Bamako. On a vu également le ministre des Affaires étrangères chaque fois à Bamako. Récemment, lorsque le mémorandum allait être signé, il était également entre les deux pays. Vous, quel regard vous jetez sur cette médiation portée par le Togo? Alors, merci beaucoup. Je crois que l'essentiel était déjà dit par mes prédécesseurs. Alors, je dirais que le Togo n'a fait que confirmer son rôle de diplomatie
parce que depuis un moment, disons, ces 3 dernières années, le Togo quand même s'est positionné au niveau international et encore plus au niveau sous-régional. Et quand vous voyez un peu les sorties ou les interventions et les partenariats que signe le ministère des Affaires étrangères, c'était clair que le Togo voudrait passer un message et qu'il voudrait apporter une contribution à la sous-région et voir la communauté internationale. Mais bon, au niveau des Nations Unies, le positionnement était très clair. On est venu pour apporter, pour être une valeur ajoutée. On est venu aussi pour apporter notre regard ou si vous voulez notre expertise. Et c'est justement cette expertise-là qui a fait la différence parce que quand vous conduisez une médiation, ne fait pas une médiation qui veut, mais qui peut. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération et je crois le Togo a justement eu les expertises qu'il faut. Et donc, cette sortie de crise n'est pas que le fruit du président, mais d'un ensemble d'acteurs qui, je dirais, sont des acteurs dans l'ombre. Si vous voulez, c'est le labo qui donne les orientations, qui donne les idées naturellement sur le leadership du président. Et donc, oui, l'expertise du Togo dans cette situation a payé et a donné ce que ça a donné. Parce qu'à un moment donné, la tension était telle que juste un mot du Togo peut faire aussi échouer. Mais le Togo a su savoir placer les mots, a su choisir les mots, a su négocier et a su rapprocher les deux pays. Maintenant, dans cette logique de bonne pratique, je me dis que c'est aussi des situations, pas que c'est intéressante, c'est-à-dire cette crise, ces genres de crise, mais au même moment quand ça arrive, chaque acteur doit pouvoir tirer le son, apprendre en fait, et pour mieux ou bien pour mieux exploiter si jamais quelque chose de pareil advenait dans une autre situation. Donc le Togo a les experts qu'il faut et a essayé de suivre tout simplement les règles d'une bonne médiation. Depuis des années, la médiation et la négociation sont des thématiques abordées de part et d'autre. Ce n'est pas évident de réussir, même au temps de Boutros Ghali ou de Kofi Annan, ce n'est pas toujours évident. Donc, mais l'autre élément que je voulais aborder, c'est que je dirais dans cette réussite, il y a 3 entités. Il y a le Togo avec sa diplomatie qui a su être assez tempérant pour gérer, parce qu'il faut être aussi posé pour gérer ces 2 pays-là, et ils ont réussi. Mais l'autre élément, c'est que les 2 pays en conflit aussi ont joué leur partition. Sans quoi, si le Mali et la Côte d'Ivoire ne voudraient pas sortir de cette crise, le Togo peut être un bon médiateur, mais rien ne va se passer. Et donc, quelque part, la réussite aussi est grâce aux 2 pays qui, à un moment donné, ont accepté déposer en fait la hache de guerre. La 3e entité, et je dirais que c'est le contexte même. C'est-à-dire que ce contexte imposait aux 2 pays de pouvoir se dire, c'est bon, les 6 mois là, c'est bon, il va falloir avancer. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le contexte dans lequel le Mali est aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres situations, je dirais entre guillemets, plus sérieuses à régler, c'est-à-dire la question du terrorisme. Et donc, s'il faut perdre de l'énergie sur la question des 49 militaires et oublier l'essentiel, c'était aussi compliqué. Donc, quelque part, le contexte même s'imposait et aux 2 pays et à la médiation de pouvoir arriver quand même à trouver un dénouement. Donc, si vous voulez, in fine, c'est la somme de plusieurs choses qui ont conduit à ce résultat, tout en saluant naturellement l'expertise de la médiation togolaise. Doyen, vous êtes conseiller en communication politique. Il y a eu des aspects de la médiation qui prêtent quand même à confusion, si on peut le dire. D'abord, à un moment donné, on a senti plus le président Alassane Dramane Ouattara se tourner vers l'Organisation des Nations Unies, se tourner également vers la CEDEAO. On se souvient de cette rencontre aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'à partir de ce moment, le Togo s'est senti un peu délaissé? Non, bien au contraire. Vous savez, pour faire une médiation pareille, il faudra avoir d'abord l'aval des organisations supranationales. Donc le Togo a été mandaté en fait, que ce soit par la CEDEAO, que ce soit par l'Union africaine, que ce soit par les Nations Unies.
Parce que il fallait nécessairement un médiateur pour régler cette crise. Donc le Togo, non seulement à l'aval, mais est mandaté, entre guillemets, pour pouvoir faire cette mission de facilitation et puis aussi trouver la solution. Alors, vous savez, quand il y a un conflit entre deux parties, on essaie de mettre la barre un peu plus haute pour pouvoir, au moment de la table ronde, mettre un peu de l'eau dans le vin, dire voilà, sur tel point, je peux revoir ma position. C'est ce qui s'est passé. On a vu le Mali qui avait dit il faut que la Côte d'Ivoire présente des excuses publiques. La Côte d'Ivoire a répondu pas question. Il n'y aura jamais d'excuses publiques. Ça, il faut laisser ça. On a vu aussi la Côte d'Ivoire dire nous sommes capables de marcher sur Bamako pour reprendre nos soldats. Et là aussi, le Togo a dit mais attention, allez, il faut savoir tenir les propos. Et donc, c'est le rôle du médiateur. Et ça a été fait. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est une mission internationale qui a été confiée au Togo et que le Togo a essayé d'exécuter. Et Dieu merci, il y a eu les résultats. Et parce que, je le précise, il y a eu un dénouement. Le reste, c'est ce que le président Idriss Déby du Tchad appelait le SAV, le service après-vente. On peut dire le suivi. Mais le premier problème que le Togo devait gérer entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la question de la libération des 49 militaires. Est-ce que les 49 militaires sont libérés? Oui, ils sont libérés, ils sont rentrés chez eux. Maintenant, la suite, c'est promouvoir la bonne coopération entre les deux pays. Il ne faut pas que cet incident ait effectivement un impact sur les relations entre ces deux pays frères. Mais il faut saluer particulièrement le travail du président Faure Gnassingbé. Vous savez, quels que soient les collaborateurs, c'est le chef qu'on salue. Parce que vous vous souvenez sans doute, déjà en 2006, il avait initié un dialogue, d'abord au niveau interne, parce que j'ai vu certains qui critiquent, qui disent au Togo même, on ne fait pas de médiation. Non, Faure Gnassingbé a initié un dialogue en 2006 qui avait eu comme facilitateur ou médiateur le président Blaise Compaoré et qui a abouti à un accord, l'APG, l'accord politique global, et après un gouvernement d'union avec un opposant comme Premier ministre. Ça a commencé, c'est le début parce qu'il venait en 2005. Déjà, quelques mois après, il a su rassembler les partis politiques de l'opposition traditionnelle et les deux associations que les partis politiques ont cooptées pour pouvoir signer l'APG. Plus grand encore que ça, les frères ennemis, sur lesquels à l'Église catholique ont pris les familles qui sont des familles ennemies, locales, s'entendent, la famille Gnassingbé et la famille Olympio se sont retrouvés au Nigeria. Le président Faure Gnassingbé a pris son courage, a tendu la main à son aîné, J-Christ Sylvanus Olympio, qui aussi a pris son courage, malgré les insultes, tout ce qui a été raconté, et ils ont fait la paix. Ils ont eu à se voir, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Italie, avec sous la coupole de Sant'Egidio. Et l'accord UFC-RPT est né. Cet accord-là, loin de un accord aussi critiqué par les acteurs politiques. Voilà, vous avez souligné cela. Participé à faire régner la paix dans le pays. Désormais, les deux frères ennemis se font confiance, ne s'attaquent plus. On ne peut pas tout dire ici, mais... Est-ce qu'au-delà de ces deux frères, cela agit également sur les autres opposants au Togo? Parce que les gens en parlent. Ça agit sur toute la politique, sur tous les acteurs politiques. Et je vais chuter en disant que le président Faure a montré son ouverture et aussi son envie de mettre fin au conflit dans son pays. Aujourd'hui, nous disposons d'un cadre permanent de dialogue. Où les acteurs politiques sont censés se retrouver et se parler. Donc, ce n'est pas qu'on va seulement faire la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On a déjà fait un travail ici. Et même en 2017, où c'était chaud,
le président Faure Gnassingbé a pris son courage, pour accepter qu'il y ait une facilitation ou médiation si on veut, pour qu'on aboutisse aussi à des accords. Il n'y a aucun parti... Il ne fait qu'imprimer cela au niveau sous-régional. Au niveau sous-régional. Et on a vu le rôle que le Togo a joué quand il a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. N'oubliez pas que déjà à l'OUA, le Togo sous Edem Kodjo avait réglé beaucoup de conflits entre des pays africains. Et il y a un pays même qui n'oublie jamais le nom de Edem Kodjo, parce que le monsieur a contribué à la paix. Non, la RDC, ça c'est très récent. Ça c'est quand il était devenu pratiquement, quand il était devenu encore plus âgé, qu'il a fait ça. Mais quand il était secrétaire général de l'OUA, il a fait certaines choses. Donc, je vais terminer en disant que le Togo a une tradition de médiation et de recherche de la paix, et on ne peut que saluer ce qui a été fait. Alors, dans cette médiation, la libération des 46 militaires ivoiriens, il y a un autre aspect. Joachim Italaké, à un moment donné, la CEDEAO a eu à déléguer des chefs d'État africains, disons de la sous-région, à Bamako. Au départ, on avait parlé du président sénégalais, Macky Sall. Finalement, on a retrouvé le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président gambien Adama Barrow à Bamako. Pour des analystes, ça n'a rien porté. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai eu à dire dans mes propos précédents, que le Togo s'est positionné au début de la crise entre le Mali, disons ça, entre le Mali et la CEDEAO, quand le coup d'État a été consommé. Et cette confiance que le Mali a au Togo, je pense que c'est ça qui a abouti à ce que les autres personnes qui n'ont pas quand même eu écho favorable dans le cœur même du président et son gouvernement malien, moi je pense que c'est ça qu'il faut ici préciser. Vous savez, dans chaque crise ou dans chaque situation difficile qu'elle soit, il y a forcément une personne en qui vous faites confiance. Et quand on parle de la négociation ou de négocier avec une personne difficile, c'est ici qu'il faut rappeler que vous avez forcément un regard favorable à quelqu'un par rapport à une autre personne. Non pas parce que cette personne est... Mais le Togo ne l'a pas fait. Est plus compétente ou est plus favorable, mais c'est naturel. C'est naturel. Et ça vient comme ça. Et donc, le Mali a porté son choix, il faut le dire clairement, a porté son choix sur le Togo pour cette médiation pour des raisons diverses. Peut-être entre le Togo et le Mali, il y a une histoire que beaucoup de personnes ignorent. Et donc, même chose avec la Côte d'Ivoire. Hein. Exactement. Donc moi, je trouve que c'est de bonne guerre, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, c'est de bonne guerre que le Togo réussisse brio cette médiation. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la médiation ne s'arrête pas ici. Il ne faut pas que cette médiation s'arrête. À travers les analyses que nous avons faites avec les propos d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui souhaite rencontrer le président malien, le président Assimi Goïta, il faut aller au-delà de cette médiation, de la libération des 49 militaires, et aussi jouer ce rôle de médiation entre ces deux personnalités pour que la rencontre soit possible. Alors, vous allez vous rendre compte que si aujourd'hui le président Alassane Ouattara et le président Assimi Goïta se rencontraient, soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, ça sera un vrai ouf de soulagement. Et puis, je pense que les relations diplomatiques prendront de bonnes énergies pour pouvoir faire... en tout cas un pas en avant, parce que la sous-région tout entière en a réellement besoin. Madame, nonobstant ce qu'on peut appeler péripéties, parce que cela vient de certains analystes qui passent par ici, ils disent qu'à un moment donné, le président Ouattara a voulu contourner le président togolais. On peut le comprendre également, parce que ces soldats sont au Mali, il y a la pression, on a parlé de cela, la pression politique. Le Togo a résisté, le président Faure Gnassingbé, lors de quelques déplacements, même si on ne le dit pas officiellement, passe par Bamako, et cela a accéléré la chose. La question. Les déplacements du président ont accéléré la médiation.
Les déplacements du président. Voilà. Ok. Les déplacements vu la question, officiels donc les déplacements officiels et non officiels. Et non officiels. D'accord. Bon, naturellement, il était dans son rôle de pouvoir ramener la paix. Et c'est en ça qu'on trouve que le rôle du médiateur n'est pas aisé. Le rôle du médiateur n'est pas du tout aisé. C'est un rôle assez compliqué, délicat, mais quand on sait s'y prendre et quand les parties en conflit aussi, à un moment donné, acceptent coopérer, oui, on arrive à un résultat. C'est important de mettre l'accent sur le fait que les parties en conflit aussi, en réalité, c'est eux qui ont le dernier mot. Puisqu'en fait, vous n'avez rien à imposer. Vous les amenez à trouver la solution. Vous les amenez à eux-mêmes décider de la sortie de crise. Et c'est en coopérant, c'est-à-dire que ces derniers en coopérant, oui, ça vous rend la tâche plus facile. Et comme je le disais tantôt, le contexte qui s'y prêtait obligeait un peu les deux parties en conflit à se dire, il faut quand même qu'on s'arrête ici. Et de l'autre côté, oui, le président, je me dis que certainement a trouvé les mots justes. Parce qu'en médiation, il faut parler non seulement... je dirais, à l'esprit de l'autre, mais au cœur, il faut parler au cœur des parties en conflit et des mots qui touchent, des mots qui ramènent à l'essentiel. Et c'est tellement que le président en a utilisé. Voilà. Maintenant, on serait intéressé de voir comment ça s'est passé et tout, mais c'est clair que ceux qui étaient plus proches seront mieux à même de mieux apprécier ce qui a été fait, mais c'est clair qu'il y a un travail de fond qui a été fait et c'est un travail à féliciter et à répliquer quand il s'agit d'une médiation, trouver vraiment les leçons apprises ici pour pouvoir les appliquer, parce que parfois le médiateur aussi peut faire capoter la médiation. Alors, en 30 secondes, doyen, un dernier mot. Oui, est-ce que le président Ouattara avait voulu contourner, entre guillemets, le président... Ce sont des analyses togolais, médiateurs, non, ce n'est pas officiel. Ce ne sont que justement des analyses, pour ne pas dire spéculation. Mais à un moment, la Côte d'Ivoire en avait marre, tout comme le Mali aussi. Donc chacun criait son ras-le-bol, mais on a quand même fait confiance aux médiateurs togolais. J'aimerais saluer aussi le fait qu'il y ait eu l'intégrité de tous ces 49 militaires qui sont revenus, on dit sains et saufs, indemnes. Il n'y a pas eu de morts parmi eux, il n'y a pas eu de malades avec cas graves. Ils ont témoigné eux-mêmes qu'ils ont été bien traités par les autorités du Mali, par le Mali, au cours de leur détention. Ça, c'est une bonne chose. Et raison de plus pour que ça ne dépasse pas encore les 6 mois, heureusement, que la paix est revenue, heureusement que l'harmonie, la cohésion est revenue. Nous allons aussi exhorter les parties à continuer dans le sens du service après-vente. La médiation a encouragé vivement une rencontre des deux présidents, le président Alassane Ouattara et puis le président Assimi Goïta. Quel que soit le lieu le plus important, tout comme le président Faure Gnassingbé du Togo a eu à le faire. Dans la même journée, pratiquement, il a vu les deux présidents. Donc, trouver un moyen pour que les deux présidents se parlent, ça va encore rassurer plus les citoyens africains que nous sommes et ça donne un autre signe au monde entier. Pourquoi ne pas inviter le président russe et le président ukrainien à venir pour une négociation pour la paix ici en Afrique? Pourquoi pas? On va envoyer le Togo. On va envoyer le Togo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Doyen Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste et directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique de l'UFC et de son président Gilles-Christ Olympio. Conseiller du CFO, chef de file d'opposition. Voilà, c'est très important. Merci également à l'autre journaliste, Joa Komi Italake, directeur de publication de Afrique Plume. On dit également merci à Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. On espère que vous allez passer souvent en 2023. On fera l'effort. On vous attend, madame. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir. Merci également à nos chers amis toujours branchés. On se retrouve prochainement. C'est toujours avec le même plaisir. À très bientôt.